C'était juste après le meurtre de Trayvon Martin, un jeune garçon de 17 ans qui n'était pas armé et qui a été tué par un citoyen, en fait, par un homme qui était chargé de la surveillance de son quartier et qui avait beaucoup de préjugés et d'a priori sur les jeunes garçons noirs. Donc, je n'arrêtais pas de dire que quelqu'un devrait, par exemple, réunir des thérapeutes noirs pour aider la communauté quand ces brutalités policières et ces crimes violents se produisent. Dès le premier mois, nous avions 10 000 thérapeutes dans ce groupe Facebook. C'était un vrai raz-de-marée. À la fin de la première année, le groupe comptait 30 000 membres qui ont commencé à me dire de quoi ils avaient besoin. Et aujourd'hui, les thérapeutes bénéficient de certaines formations très efficaces qui coûtent généralement 5 ou 10 000 dollars à un tarif très réduit parce que nous gagnons bien moins d'argent que ce que gagne en moyenne un thérapeute aux États-Unis d'Amérique. Bonjour et bienvenue dans cette interview très spéciale. Cela faisait longtemps que je voulais interviewer la personne avec laquelle je suis aujourd'hui à Oxford. C'est ici que j'ai enfin pu la rencontrer. Donc, bienvenue Dheeran Young. Merci. C'est vraiment une bénédiction et un honneur de vous avoir avec nous. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, je ne sais pas encore de quoi nous allons parler, mais surtout de choses qui me passionnent, le traumatisme, l'IFS, le traumatisme racial et peut-être notre parcours personnel sur ce chemin. Donc, Dheeran, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre parcours autour du traumatisme et nous expliquer comment vous êtes devenu si passionné par l'idée d'aider les autres et peut-être de nous aider nous-mêmes par rapport à nos traumatismes? Je dirais que ma passion vient principalement de mon vécu. Je suis issue de plusieurs générations de traumatismes et je ne savais pas comment les résoudre ou en sortir dans ma famille. Ma mère avait déjà 3 enfants quand elle avait 19 ans et nous avons beaucoup lutté contre la pauvreté, le sans-abrisme. Elle avait des problèmes de dépendance et des maladies mentales non traitées. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que nous pensions que c'était un trouble bipolaire, mais nous savons maintenant qu'elle souffrait également de psychose. Donc, mon cadre de vie dans mon enfance était très chaotique et je croyais que c'était normal. Je pense que ça illustre bien le traumatisme, quelque chose de tellement normalisé qu'on croit que c'est comme ça. Donc, je me disais, c'est comme ça, c'est tout. Mais je savais aussi qu'il y avait des gens qui étaient censés aider. Et dans la communauté noire, en particulier dans les communautés pauvres, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'aide. Et je me suis dit, et si un jour, moi, je pouvais être l'une de ces aides? Et si je pouvais apprendre à me concentrer en particulier sur ma communauté et sur les personnes qui ont désespérément besoin d'aide? Comme mon score ACE, mon score d'expérience négative d'enfance est de 9 sur 10, je peux vraiment comprendre la douleur que les gens ressentent. Mais vous n'avez pas vraiment commencé par ça au début. Vous avez suivi un tout autre chemin, n'est-ce pas? Oui, mon parcours a été un moyen de parvenir à mes fins. Je me suis engagée dans l'armée dès la fin du lycée. En fait, je dormais dans ma voiture, j'étais SDF à l'adolescence et je suis allée jusqu'au bureau du recruteur. Je l'ai supplié qu'on m'engage dans l'armée pour que je puisse avoir accès au financement qui me permettrait d'étudier à l'université. Donc, je me suis engagée dans l'armée à 18 ans. J'ai eu l'immense chance de travailler dans des hôpitaux et des cliniques militaires. J'ai appris la terminologie médicale, l'anatomie, la physiologie, et j'ai découvert le fonctionnement du système de santé. Pendant cette période, alors que je travaillais en milieu hospitalier, j'allais également à l'école, du lundi au jeudi, de 17h à 22h, tous les soirs, et je travaillais en vue d'obtenir mon premier diplôme, qui était en psychologie sociale. Puis l'armée m'a libérée, c'est-à-dire que j'avais obtenu mon premier titre de master en administration publique et ensuite ils m'ont permis de prendre un congé d'études pour obtenir un master en travail social, cette fois-ci à l'Université du Texas. Waouh, quel chemin! Oui. Et dans votre parcours de psychologue,
de thérapeute, vous avez rencontré l'IFS, mais pas seulement. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus au sujet de ce que l'IFS vous a apporté, peut-être à vous personnellement et aussi à votre pratique? Nous aimons vraiment beaucoup l'IFS, nous traduisons les livres de Dick en français et c'est vraiment quelque chose que, quand j'ai rencontré l'IFS, j'ai dit « Waouh !» Oui, j'ai vécu la même expérience ou une expérience très similaire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai cherché un endroit où je me sentirais culturellement chez moi. Donc, je suis allée au Ghana, en Afrique de l'Ouest, pendant mes études universitaires à l'Université du Texas. J'ai pu passer 2 semestres au Ghana. J'y suis restée pendant une longue période parce que je voulais vraiment comprendre mes propres origines culturelles. Et quand j'ai quitté l'armée, j'avais besoin d'un endroit où me plonger pour ma propre guérison. J'avais, pour ainsi dire, fui mes propres traumatismes en aidant les autres à surmonter les leurs, comme le font de nombreux thérapeutes. Donc, quand j'ai pris ma retraite de l'armée, je me demandais où aller. J'étais trauma-informée, comme on dit. J'avais été formée à de nombreuses modalités autour du traumatisme, mais aucune d'entre elles ne s'attaquait à la cause profonde du trauma, en particulier du trauma intergénérationnel et des traumatismes d'enfance. Donc, j'ai découvert l'IFS, en fait, en tant que patiente. Et j'en suis très fière, parce que j'ai eu l'impression d'apprendre l'IFS de l'intérieur. Et au moment où j'ai quitté l'armée, une partie de moi voulait presque naturellement redevenir la jeune fille de 18 ans que j'avais été avant de m'engager, puisque c'était la seule chose que je connaissais en tant qu'adulte. Et j'ai été très désorientée de devoir revenir en arrière et apprendre à vivre seule. Et là, l'expérience de groupe que j'ai vécue avec l'IFS, j'ai pu participer à des groupes de manière intensive pendant 10 mois où on faisait de la thérapie IFS en groupe. Cette expérience m'a vraiment aidée à accéder à certaines choses que je n'arrivais pas à comprendre avec ma tête et pour lesquelles j'avais besoin d'ouvrir mon cœur. Beaucoup de nos modalités sont très axées sur la tête, très cognitives, très cérébrales, alors qu'il y a des choses qui vivent dans notre corps, des choses avec lesquelles j'avais besoin de me mettre en lien sur le plan énergétique. Et cela vous a aidé à surmonter les traumatismes de votre enfance, mais aussi les traumatismes intergénérationnels? Oui, cela m'a aidé à voir les parties de ma mère, les parties de ma grand-mère et de mes sœurs dont j'ignorais l'existence en moi auparavant. Et en IFS, comme vous le savez, nous parlons beaucoup des fardeaux hérités. Et ça, j'ai un réseau, je suis la fondatrice de Black Therapist Rock, un réseau de 30 000 professionnels en santé mentale noire, et le concept de fardeau hérité est notre sujet favori en IFS, parce que beaucoup d'entre nous en ont, et jusqu'ici nous n'avions pas de langage pour l'exprimer. Maintenant qu'on a les mots et qu'on peut vraiment comprendre ce que cela signifie pour notre communauté et nos familles, c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver. Parlez-nous un peu de ce réseau que vous avez fondé et qui s'appelle Black Therapist Rock, c'est ça? Qui veut dire les thérapeutes noirs assurent? Oui, parce que nous en parlions avec... j'ai interviewé Monica Williams et elle me disait qu'à Ottawa, par exemple, il n'y avait que environ 5 ou 10 thérapeutes racisés et que c'était un vrai problème. Et vous, vous dites que vous en avez 30 000? Oui. Waouh, c'est merveilleux, c'est incroyable. Oui. En fait, je suis très amie avec Dr. Williams, puisque nous sommes tous deux impliqués dans la thérapie assistée par psychédéliques maintenant, et elle a joué un rôle de premier plan dans ce domaine. J'ai beaucoup de reconnaissance pour son travail. Elle vit au Canada, comme vous le savez peut-être, et moi aux États-Unis d'Amérique, mais lorsque j'ai créé Black Therapist Rock, j'étais stationnée en Italie. J'étais encore dans l'armée, avec mon fils, je venais de divorcer de mon ex-mari, donc j'avais beaucoup de temps libre et j'approchais de la retraite militaire. Et je me suis dit, c'était juste après le meurtre de Trayvon Martin, un jeune garçon de 17 ans qui n'était pas armé et qui a été tué par un citoyen, en fait, par un homme qui était chargé de la surveillance de son quartier et qui avait beaucoup de préjugés et d'a priori sur les jeunes garçons noirs. Et moi, en tant que mère d'un jeune garçon noir, je n'arrêtais pas de dire, il faut faire quelque chose, il faut que quelqu'un fasse quelque chose pour que, en tout cas, quand ces choses-là se produisent, nous n'ayons pas l'impression de porter seul le traumatisme et de nous retrouver avec toute cette douleur et toute cette souffrance sans réponse ni solution. Donc, je n'arrêtais pas de dire que quelqu'un devrait, par exemple, réunir des thérapeutes noirs pour aider la communauté quand ces brutalités policières et ces crimes violents se produisent.
Et un jour, j'ai réalisé que, je suis peut-être ce quelqu'un, je suis peut-être la personne qui doit faire connaître ce projet au monde entier. Je me suis alors dit que si nous réunissions 100 thérapeutes, nous pourrions aller dans la communauté noire et organiser des ateliers et avoir des échanges sur la santé mentale, le trauma générationnel, etc. Et dès le premier mois, nous avions 10 000 thérapeutes dans ce groupe Facebook. C'était un vrai raz-de-marée, surtout pour la thérapeute militaire encore en service actif que j'étais à l'époque, et je me souviens avoir passé des nuits blanches à me demander comment j'allais faire fonctionner ce truc que j'avais créé. Mais à la fin de la première année, le groupe comptait 30 000 membres qui ont commencé à me dire de quoi ils avaient besoin. Ils m'ont dit qu'ils avaient besoin d'être ensemble, qu'ils avaient besoin de formation continue axée sur notre culture, qu'ils voulaient soigner leur propre traumatisme comme je l'avais fait. Donc nous avons commencé à établir des partenariats avec des personnes comme Brené Brown, Dick Schwartz, et aujourd'hui les thérapeutes bénéficient de certaines formations très efficaces qui coûtent généralement 5 ou 10 000 $ à un tarif très réduit parce que nous gagnons bien moins d'argent que ce que gagne en moyenne un thérapeute aux États-Unis d'Amérique. Il s'agit donc d'une communauté mondiale. Oui, nous avons un nombre assez important de membres dans des endroits comme les Bermudes. Je ne suis encore jamais allée aux Bermudes. Nous prévoyons d'y faire un voyage. Il y a des thérapeutes ici à Londres. Il existe un autre réseau de thérapeutes noirs et asiatiques ici au Royaume-Uni, mais nous sommes entrés en contact avec eux, nous avons travaillé avec eux. Nous avons également collaboré avec l'association jamaïcaine de psychologie en Jamaïque. Nous sommes allés à Cuba. Nous essayons vraiment de rassembler le plus grand nombre possible de thérapeutes de la diaspora pour une guérison collective. Et comment est-ce que les gens se mettent en lien? Il y a les formations que vous organisez, n'est-ce pas? Eh bien, principalement par les réseaux sociaux, en fait. Je suis membre de la génération Y, je suis encore jeune, j'ai à peine 40 ans, donc je me suis dit que, vous savez, j'étais en poste en Italie, comme je le disais tout à l'heure, et je me suis dit que si je voulais entrer en contact avec des gens du monde entier, les réseaux sociaux étaient un excellent outil pour le faire. Je comprends que certaines personnes soient préoccupées par les réseaux sociaux et par le fait qu'ils peuvent être une forme de distraction par rapport aux liens personnel et à l'intimité, mais pour moi, c'était un moyen d'être plus proche, un moyen de me mettre en lien avec les gens et de les rassembler. Et j'ai posé la même question au Dr Williams, mais pensez-vous que nous, en tant que thérapeutes blancs, devrions contribuer à soigner et guérir le trauma racial? Est-ce que nous pouvons, nous, faire quelque chose? Ou alors, est-ce qu'il serait préférable d'accepter qu'il y a des endroits où nous ne pouvons pas aller parce que nous ne les connaissons pas simplement? Je sais que c'est toujours une question délicate, mais vous savez, c'est une question qu'il nous faut nous poser. Et c'est pour cela que je vous la pose. Je crois vraiment que notre guérison et notre libération à tous sont liées. Vous savez, si nous seuls faisons le travail de guérison et que personne d'autre ne le fait, ça ne nous mènera pas très loin. Donc je pense qu'il est important que tous les thérapeutes blancs soient formés à la manière d'aider tout le monde. En tant que thérapeute moi-même, j'étudie constamment les cultures, j'ai visité plus de 40 pays parce que je veux comprendre pas seulement le comportement humain là où je vis, mais aussi le comportement humain dans le monde entier. Donc en effet, je pense qu'il y a des choses qui appartiennent à beaucoup de thérapeutes blancs qui peuvent être étudiés et examinés. Et il leur faut savoir que cela peut être une barrière pour les autres cultures qu'ils souhaitent aider et servir. Donc je pense que c'est un effort collectif. Il nous faut tous travailler ensemble, à mon avis. Oui, ça, c'est un peu... Enfin, pas un peu, c'est ce que nous dit Resmaa Menakem. C'est-à-dire qu'il nous faut guérir à la fois les corps noirs, les corps blancs et les corps des policiers. Nous venons de traduire son livre en français et nous sommes fiers de pouvoir l'apporter à la communauté francophone. Je pense que ça fait partie de... Vous savez, nous devons tous faire notre propre chemin de guérison et guérir nos... Je sais que Dick en a parlé et je crois qu'il parle dans un de ses livres de ses parties racistes. Nous en avons tous.
Et c'est important de l'aborder, même si ce n'est pas facile. On a parlé hier, lors de votre atelier, de la raison pour laquelle il est si difficile d'aborder le trauma racial, ou pourquoi il est si difficile d'avoir cette conversation sur le racisme. Certaines personnes parlent de conversation sur la race plutôt. En France, le mot race n'est pas une notion identique. Il est difficile de parler de race, mais le racisme est un vrai sujet, une vraie thématique. Donc, pourquoi, selon vous, pourquoi est-il si difficile d'avoir ces conversations aujourd'hui? Après avoir travaillé avec Brené Brown, j'ai réalisé que la pierre angulaire ici, l'obstacle qui nous retient toutes et tous, c'est la honte. Car ce ne sont pas des conversations que nous avons l'habitude d'avoir. Nous n'avons pas ce qu'on pourrait appeler un schéma directeur sur la façon de les mener, de manière à ce que les gens n'en sortent pas épuisés, frustrés ou désespérés. En travaillant avec Brené, j'ai appris à travailler sur la honte. Ma propre honte d'abord, être capable d'entrer en contact avec elle, l'explorer, puis aider les autres à le faire. Et ce que vous venez de dire me rappelle une histoire qui est arrivée à ma sœur. La première fois qu'elle est sortie du pays, nous sommes allés à Paris, et elle était vraiment étonnée parce que tous les hommes la draguaient. Elle disait « Ah, j'ai jamais connu ça avant, j'ai jamais eu d'homme blanc qui me draguait, c'est assez sympa, c'est intéressant. » Et je lui ai dit « Tu sais, ça c'est parce que nous vivons aux États-Unis d'Amérique, tu sais, où la race est comme le prisme par défaut à travers lequel nous nous percevons les uns les autres. » Donc, j'aime bien séjourner dans des pays comme le Royaume-Uni où les gens n'ont pas seulement des relations basées sur la race, n'est-ce pas? J'ai l'impression qu'il existe d'autres niveaux d'identité et que les gens sont capables de voir au-delà de la couleur de la peau. Rien qu'en marchant ici, je me suis rendu compte qu'on ne peut pas connaître la culture de quelqu'un en le regardant. Il est vraiment trompeur de penser qu'on peut, en vous regardant, savoir d'où vous venez ou quel est votre contexte. Ça, ce n'est simplement pas vrai. Et passer du temps en dehors des États-Unis d'Amérique m'a beaucoup appris. C'est pour cela que je continue à voyager dans le monde entier. Et quel est le pays où vous vous sentez le plus en sécurité peut-être? Parce que nous avons aussi un peu parlé du fait qu'il est important d'être en sécurité, mais ce qui compte surtout, c'est le sentiment d'être suffisamment en sécurité. Et cette nuance me parle beaucoup. Il s'agit de nous aider à être suffisamment en sécurité, quel que soit le pays ou l'endroit où nous sommes. Quelle est votre expérience en la matière? Je dirais les deux pays dans lesquels j'ai vécu. Comme je l'ai dit, j'ai vécu en Italie et je me suis sentie très en sécurité. Ça a beaucoup à voir avec le fait qu'il y a tellement d'armes à feu aux États-Unis d'Amérique. On ne sait pas qui les possède ni où elles se trouvent. Nous avons des fusillades dans les écoles, n'est-ce pas? Et ce n'est pas quelque chose dont les autres pays doivent s'inquiéter. En tant que mère, c'est quelque chose qui me préoccupe toujours. L'État où je suis née et où j'ai grandi, le Texas, comme la Floride, est connu pour être un État très favorable au port d'armes. De nombreux membres de ma famille portent des armes à feu au quotidien. Et puisque j'étais dans l'armée, les gens pourraient se dire que les armes me sont très familières ou que je suis très à l'aise avec elles, alors que c'est quelque chose qui me fait très peur. Surtout en tant que femme qui se promène dans différents endroits le soir ou toute seule. Donc, en Italie, je me suis sentie très à l'aise et encore plus au Ghana, où je me sentais vraiment comme chez moi. J'avais l'impression que les gens me ressemblaient, qu'ils parlaient comme moi, la nourriture était incroyable, la culture est si riche, la musique, les gens sont très aimants. Donc oui, je dois dire que le Ghana est mon premier choix. Vous y êtes comme à la maison? Oui, je m'y sens comme à la maison, oui. Ce moment où on a ce ressenti et où on se dit « c'est bon, j'y suis ». Oui, oui. Et j'ai gardé des liens avec les gens que j'ai rencontrés là-bas. Ils sont comme une famille pour moi. Je rencontre des Ghanéens dans le monde entier qui m'accueillent comme un membre de la famille. Ça fait vraiment du bien de se sentir bienvenu quelque part. Oui. Et qu'en est-il pour en revenir au traumatisme racial, mais aussi au traumatisme transgénérationnel? Le traumatisme transgénérationnel est un sujet qui n'est pas toujours abordé. On ne parle pas vraiment des traumatismes transgénérationnels dans l'enseignement classique. Pourquoi, à votre avis?
Là encore, je pense que c'est lié à la honte. On parle très peu des traumatismes en général et on ne parle pas beaucoup de santé mentale non plus, en tout cas pas très ouvertement. Alors, ça commence. Je pense que ces conversations commencent à être plus tendance, plus populaires. Un autre facteur ici, à mon avis, c'est l'intelligence émotionnelle, tout simplement. Brené Brown a fait un sondage et la plupart des Américains n'étaient même pas capables de citer 3 émotions qu'ils ressentent régulièrement. Donc, si on ne parle pas des sentiments, si on ne parle pas des expériences, les traumatismes et la santé mentale semblent être des sujets de discussion encore plus difficiles. Et pour moi, la honte est liée à la croyance qu'on devrait déjà avoir tout maîtrisé. Si on rencontre des difficultés ou des épreuves et qu'on a besoin d'aide, il est difficile de demander de l'aide parce que nous vivons dans une société, surtout aux États-Unis d'Amérique, qui est très individualiste, où on attend de nous qu'on se tire d'affaire par ses propres moyens. Si vous n'y arrivez pas, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous, n'est-ce pas? Donc il y a toute cette honte que nous côtoyons et que nous tentons de contourner au quotidien. Alors, quelle est la meilleure façon d'aborder la question de la honte? Pour moi, ça passe par la communauté. Black Therapist Rock repose en grande partie sur ce que j'appelle la mentalité de village. Toutes nos formations, tous nos programmes ont pour objectif de soigner ceux qui soignent, et le but est d'être en communauté ensemble et d'apprendre à se connaître à un niveau plus profond, au-delà des titres, au-delà des diplômes, vraiment au niveau du cœur. Et vous avez réussi à le faire uniquement à travers des communautés en ligne? Oui. Enfin, nous nous rencontrons en personne pour certaines formations. Notre formation IFS a commencé en présentiel. La formation avec Brené Brown se fait en présentiel. Nous avions beaucoup de formations en présentiel avant le Covid et maintenant, nous essayons d'en organiser à nouveau afin que les gens puissent vivre cette véritable intimité qui ne se produit pas toujours en ligne. Donc, si je suis une thérapeute noire et que je me sens un peu seule, est-ce que je peux rejoindre votre communauté? Absolument, nous accueillons chaleureusement les thérapeutes noirs et les noirs du monde entier. Je vous suggérerais de commencer par notre site internet blacktherapistrock.com. Ensuite, si vous êtes sur Facebook, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook. Nous avons également Instagram et entre Facebook et Instagram, nous avons 150 000 followers dans le monde entier, du Canada jusqu'à Amsterdam en passant par le reste du monde. Et moi, je veux savoir à quoi ressemble la vie des thérapeutes noirs du monde entier, que ce soit au Kenya ou à Paris ou dans toute la France. Ce sont des choses qui m'intéressent vraiment. Alors ça, c'est une belle invitation pour notre public. Nous avons beaucoup de gens qui vivent en Afrique, qui viennent d'Afrique, mais il y a aussi beaucoup de communautés en Belgique, en France. Donc, merci de l'invitation. Oui, nous serions ravis de vous accueillir, qui que vous soyez, où que vous soyez. Y a-t-il une dernière chose que vous souhaitez partager sur votre travail, ce qui vous semble vraiment important que les gens sachent au sujet de ce que vous faites? Oui, j'aimerais partager en particulier pour les thérapeutes et les soignants noirs du monde entier quelque chose que Resmaa m'a dit un jour et qui m'a vraiment aidé à me libérer d'une grande partie de la honte que je ressentais parce que j'étais dans un corps noir. Il m'a dit, tu sais, nous ne sommes pas cassés, il n'y a rien qui cloche chez nous. Nous vivons dans un système qui est absolument détraqué. Et pouvoir extérioriser ce ressenti, dire que ce n'est pas quelque chose qui venait de moi, ce sentiment qui m'avait posé problème toute ma vie, dans mon enfance et aussi dans l'armée et dans les milieux universitaires où j'avais le sentiment de ne pas avoir ma place, l'impression que je n'étais pas acceptable, que la personne que j'étais n'était pas acceptable. Donc, ce que j'aimerais dire aux gens, c'est vous êtes bien exactement comme vous êtes. Et même si vous ne vous sentez pas forcément concerné, car il y a des Africains qui ne comprennent pas pourquoi nous devons autant parler de racisme, si c'est ce que vous ressentez, c'est tout à fait OK aussi. Si vous ne vous identifiez pas comme quelqu'un de traumatisé par la race, j'accueille également totalement cette expérience. Et je pense que quelque part entre les deux, nous pouvons tous nous rassembler et travailler à des solutions. Eh bien, merci beaucoup, Dheeran. J'ai été très heureuse de vous rencontrer et de découvrir un peu ce que vous faites et le travail exceptionnel que vous accomplissez dans le monde entier. Merci d'être sur cette terre et d'être qui vous êtes. Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Merci.